Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui nous allons parler programmation système sous Linux. Alors c'est une série de vidéos que j'avais déjà commencé en utilisant la programmation C et je vais maintenant m'attaquer à la programmation sous Python. Alors pourquoi s'intéresser maintenant à la programmation sous Python? Tout simplement parce que j'ai une demande d'étudiants qui sont plutôt des gens qui utilisent Python que C pour arriver à leur fin. Et comme ils ont des besoins aussi de programmation vis-à-vis de l'OS, eh bien on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait toucher à des choses liées au système d'exploitation en utilisant Python. Alors pourquoi Python pour faire de la programmation système sous Linux? Eh bien parce que Linux est programmé en C et que Python peut utiliser justement les fonctions C pour pouvoir y accéder. Alors nous allons utiliser la syntaxe assez simple à apprendre de Python, mais tout en gardant à l'esprit que derrière, en fait, les fonctions qui sont appelées sont les fonctions C, qui permettent directement de dialoguer avec l'operating system. Alors le langage Python, c'est un langage qui est très apprécié pour l'apprentissage, puisqu'effectivement, on arrive assez facilement à faire des choses avec. Et là, justement, on va l'utiliser dans un cadre bien particulier, qui est justement essayer de voir si on pourrait en fait créer nos propres processus. Alors dans cette vidéo, on va essayer de créer notre propre processus, et pour cela, on va essayer de s'installer un environnement qui nous permette de le faire. Alors si vous êtes déjà sur Linux ou sur macOS, il n'y a absolument aucun souci, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec nous. Et si vous êtes sous Windows, je vais vous proposer en fait d'utiliser Cygwin, qui est en fait un émulateur Linux à destination de Windows. En gros, c'est quelque chose qui va s'intercaler entre Windows et vous, et simuler en fait un terminal sous Linux en utilisant les fonctionnalités de Windows pour arriver à solutionner les problèmes. Donc dans une première partie, on va installer Cygwin, et ensuite, on va essayer de comprendre cette notion de processus, on va essayer de voir ce que c'est qu'un processus, on va essayer d'identifier un processus, et on va nous-mêmes créer des processus à l'aide de la fonction fork. On va essayer de voir un petit peu où tout cela se trouve dans les différentes bibliothèques Python, même si c'est la bibliothèque OS qui rassemble la plupart des fonctionnalités que nous allons aborder dans cette vidéo. Et puis, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cette notion de processus. Cette première vidéo pose un petit peu les bases du processus, et moi ce que j'aimerais faire, c'est réutiliser ces bases dans des petits projets. Et le premier projet que j'aimerais faire, qui va s'étaler sur 3 ou 4 vidéos, ce serait de monter un serveur web minimaliste qui soit capable de récupérer des requêtes HTTP et qui soit capable d'y répondre. Attention, un truc très simple, quelque chose entièrement programmé en Python en utilisant les sockets. Et donc, cette notion de fork et de création de processus, on va en avoir besoin pour notre serveur. Donc on va se lancer là-dedans, on installe Cygwin et on parle de fork. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de voir ce que l'on peut faire au niveau de la programmation système en utilisant Python. Alors nous compilons et nous interprétons nos programmes sur un système d'exploitation. Et c'est ce qui permet en fait d'écrire toujours dans le même langage de programmation. En fait, vous n'avez pas à apprendre le Python pour Windows, le Python pour Linux ou le Python pour macOS. Python, c'est Python. Mais alors qui c'est qui gère en fait la différence de matériel et de système d'exploitation? Eh bien, au moment où vous allez interpréter ou au moment où vous allez compiler votre programme, eh bien, c'est le compilateur et l'interpréteur qui va jouer ce rôle-là. C'est pour ça que quand vous téléchargez un compilateur ou un interpréteur, eh bien, vous téléchargez souvent un compilateur ou un interpréteur pour votre OS. Je cherche un interpréteur Python pour Windows, je cherche un interpréteur Python pour Linux. Alors bon, sur Linux, d'habitude, il est dessus. Mais en fait, ça se passe comme ça. Donc c'est l'interpréteur ou le compilateur qui va faire en sorte que Python soit compréhensible par votre OS. Ok. Mais à quoi ça sert en fait l'operating system, le système d'exploitation? Alors le système d'exploitation, c'est le programme qui démarre quand vous lancez votre machine. La machine se met en route et commence à démarrer suivant ce que vous avez installé, Linux, Windows, macOS. Voilà. Et c'est donc l'OS en fait qui va s'occuper de la gestion du matériel, qui va s'occuper de la gestion de la mémoire, qui va s'occuper de la gestion des disques durs, qui va s'occuper du microprocesseur, et ainsi de suite. Donc, moi, quand je programme en Python, en C ou en C++, il va falloir en fait que je communique avec l'OS, et l'OS va me permettre de gérer le matériel, d'avoir accès à la mémoire, au stockage ou au microprocesseur. Ok, donc ça nous permet de développer dans un langage qui est complètement indépendamment du matériel. Okay, quand je programme en Python, la plupart du temps, je ne regarde pas sur quelle machine je suis, quel
quelle RAM j'ai, quelle est ma carte graphique, et ainsi de suite. Mon matériel, finalement, importe peu, puisque normalement, c'est au moment de l'interprétation que ces différences vont être gérées. Ok, ça marche. Ça, j'ai compris. Mais maintenant, si je veux programmer en lien avec le système d'exploitation, maintenant, si je veux faire ça, malheureusement, le Python va être différent d'un OS à un autre. Enfin, la façon de programmer, hein. Python reste Python. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire de la programmation système en environnement Linux, et tout simplement, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est Linux. Pour savoir ce que c'est Linux, en fait, on va remonter un petit peu plus loin, et on va remonter au système d'exploitation Unix, qui est à la base, en fait, de Linux. Alors, en termes de programmation, en fait, Unix a été écrit dans le langage C. Et donc, c'est évidemment normal qu'avec le langage C, on puisse accéder à certaines parties du système d'exploitation. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'utiliser le Python. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu contre-productif? Alors, normalement, la programmation système, effectivement, on peut la faire en C. Et on peut la faire aussi en Python, tout simplement parce que les bibliothèques Python liées au système d'exploitation s'appuient tout simplement sur des fonctionnalités C. Alors, on va pouvoir se baser sur la syntaxe Python qui est assez simple à apprendre, et derrière, en fait, ce sont des primitives C qui sont lancées. Alors, je suppose que cette utilisation-là fait qu'on est un petit peu plus lent, parce que, tout simplement, on va avoir besoin d'avoir une conversion qui est faite entre les types de Python et les types en C, je suppose. Par contre, effectivement, beaucoup de gens apprécient de pouvoir utiliser la syntaxe Python, qui est beaucoup plus simple à apprendre que celle du C, pour faire des scripts. Voilà, donc on va peut-être perdre un petit peu en performance, mais on va gagner peut-être un petit peu en facilité d'utilisation ou en facilité d'apprentissage. Je rappelle qu'effectivement Python à la base c'était un langage de script pour les administrateurs système, et donc effectivement l'idée de pouvoir créer des petits scripts rapidement dans une syntaxe qui est assez simple à apprendre, c'est tout ce que Python offre. Donc on va essayer d'en profiter un maximum. Ok, donc on peut jouer avec l'OS en fait en programmant en C. On va voir qu'on peut le faire aussi en Python, puisque Python va transformer tout simplement sa propre syntaxe pour pouvoir appeler des fonctions C, et donc du coup en fait on retombe de nouveau sur le C qui permet d'interagir avec le système d'exploitation. Ok, donc le système Linux, lui, il est bâti autour de couches, et le noyau est la couche qui interagit avec le matériel. Ok, donc à partir du moment où on arrivera à communiquer avec notre OS, eh bien on arrivera à communiquer aussi avec cette couche matérielle. Donc, Python, on va garder la syntaxe simple, derrière ce sera du C qui sera appelé, c'est quelque chose à garder en tête, puisque on va s'apercevoir de temps en temps que Python va nous demander des paramètres un peu inhabituels. Par exemple, Python va des fois nous demander la longueur d'une chaîne de caractères, alors qu'habituellement, en fait, Python le gère de façon un petit peu transparente, c'est-à-dire souvent c'est pas le développeur qui doit s'occuper de ce genre de choses, alors qu'on sait effectivement à chaque fois qu'on stocke une chaîne de caractères, on doit en indiquer la taille puisqu'on doit réserver l'emplacement mémoire qui va permettre de stocker cette chaîne. Et donc, comme Python repose sur des fonctions C, on va s'apercevoir que des fois il y a des fonctions Python qui vont nous demander des paramètres qui sont plutôt attendus en C habituellement. Mais c'est tout simplement pour assurer la compatibilité. Alors, nous, on va interpréter du Python dans un environnement Linux. Alors, cette fois-ci, il faut faire attention, puisqu'effectivement, quand on parle d'OS, qu'on veut interagir avec le système d'exploitation, et bien cette fois-ci, en fait, les fonctions vont être propres au système d'exploitation. Donc, à partir de maintenant, le Python que l'on va faire dans cette vidéo, eh bien, c'est pas un Python que je peux lancer sur n'importe quel système d'exploitation. Je vais vraiment écrire mon programme Python pour Linux, et je ne pourrai pas le faire tourner sous Windows. Okay, puisque je suis lié au système d'exploitation, je vais écrire vraiment cette fois-ci un programme pour Linux. Ok, on va regarder comment tout ça marche, et on va d'abord commencer par regarder de quels outils j'ai besoin, finalement, pour arriver à mes fins. Alors de quoi on a besoin? On n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Pour programmer en Python, comme dans Python classique, la seule chose qu'on a besoin, finalement, c'est d'avoir un interpréteur Python. Et comme on veut faire en fait du développement OS sous Linux, il nous faut en fait un environnement Linux. Alors il y a plusieurs façons de créer un environnement Linux. Vous pouvez créer un dual boot par exemple sur votre machine qui permet de booter soit sous Windows, soit sous Linux, ou d'avoir une machine sous Linux.
Si vous êtes sur macOS, sur macOS, on va s'apercevoir que vous avez déjà finalement accès à tout ça, puisque c'est vraiment, il y a beaucoup de compatibilité avec Linux. Le seul environnement qui pose finalement problème, c'est si vous êtes sous Windows. Alors moi, je prends la vidéo là sur une machine sous Windows, donc je suis un petit peu dans le cas le plus embêtant si jamais je veux accéder à Linux. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais créer une VM. Je pourrais créer une virtual machine avec tout simplement un Linux d'installer et je pourrais faire ma programmation là-dessus. Sauf qu'il faudrait que j'échange en fait des informations, ou alors je fais vraiment ma VM et je travaille entièrement sur ma VM. Ça fonctionnerait aussi. Ok. Je vais vous montrer encore un autre système, quelque chose d'un petit peu plus léger, qui va vous permettre en fait d'utiliser Linux sur Windows sans avoir à réinstaller un Linux complet. Ce qu'on va installer, c'est l'outil Cygwin, et l'outil Cygwin est tout simplement un émulateur Linux, c'est-à-dire en fait que Cygwin va en fait ouvrir une fenêtre de terminal et va vous faire croire que vous êtes sur Linux. C'est-à-dire que vous allez taper des commandes Linux, ça va fonctionner, mais pour arriver à avoir le résultat de la commande, Cygwin va essayer de faire en sorte d'appeler des fonctionnalités Windows correspondantes et d'arriver à vous refaire le résultat comme si vous étiez sur Linux. Donc c'est un émulateur, c'est-à-dire qu'il va vous faire croire que vous êtes sur Linux, mais il va intégralement utiliser Windows pour vous apporter en fait les résultats des commandes. C'est très simple à installer, c'est pour ça que je vous parle de cette solution, et ça peut être effectivement une alternative à la mise en place d'une virtual machine. Ok, donc je l'ai dit, macOS et Linux, ou si vous êtes sur Linux, Unix ou macOS, on peut utiliser ce cours tel quel. Si vous êtes sur Windows, on va demander l'installation d'un émulateur, d'une virtual machine, enfin bref, quelque chose qui va nous permettre de se retrouver dans un environnement Linux. Alors ce que je vais vous montrer, c'est effectivement un émulateur, on va parler un petit peu de Cygwin. Alors Cygwin, c'est un petit outil que vous pouvez récupérer si vous êtes sur Windows, et Cygwin, vous pouvez le récupérer sur le site internet cygwin.com, et dès le début, en fait, on vous explique ce que Cygwin est, et ce que Cygwin n'est pas. Alors qu'est-ce qu'est Cygwin et qu'est-ce qu'il n'est pas? Alors Cygwin, c'est tout simplement un ensemble d'outils qui permet en fait de simuler une distribution Linux sur Windows. Simuler, encore une fois, on ne va pas installer un Windows complet. C'est juste une couche qui va s'intercaler entre l'utilisateur et Windows et qui va lui faire croire en fait qu'il est sur Linux. Alors qu'est-ce que Cygwin n'est pas? En 2 points, il vous le résume aussi. Cygwin n'est pas un moyen de lancer des applications natives Linux. Okay, j'ai pas vraiment Linux derrière, hein, j'ai Windows derrière, donc je peux pas travailler comme sur un vrai Linux. Donc, il va falloir que je me contente de ce que j'ai. Par contre, il y a des tonnes d'outils qui ont été développés sous Cygwin pour pouvoir émuler énormément de choses. Alors, on va regarder comment ça marche, et la première chose qu'il faut faire, c'est installer Cygwin. Donc tout en haut dans le menu, à gauche, vous avez Install Cygwin, sur lequel je vais cliquer. Et là, vous allez retrouver le .exe qui vous permet l'installation de Cygwin. Alors, on vous parle d'installation de Cygwin sur Windows, hein, c'est normal, ça n'a aucun sens de l'installer sur quelque chose d'autre. D'ailleurs, on vous dit là, hein, Get that Linux feeling on Windows, c'est-à-dire, vous avez le sentiment d'être sur Linux, mais sur Windows. Donc, je vais cliquer sur l'exécutable et je vais attendre tout simplement que l'exécutable soit récupéré. Alors, il n'y a pas grand-chose dans l'exécutable, hein, et au moment où je vais cliquer dessus, eh bien, tout simplement, l'installation démarre. Alors, pour l'instant, je ne vais pas changer grand-chose, je vais l'installer de manière standard, je vais l'installer depuis Internet, je vais le mettre sous C Cygwin, c'est ce qui est recommandé, c'est le chemin classique. Ouais, ok, le dossier local des paquets. Je vais utiliser les paramètres proxy du système. Je vais prendre un miroir qui va me permettre de l'installer. Et l'installation de Cygwin commence. Ok. Maintenant, on arrive sur cette fenêtre-là, et c'est la fenêtre la plus intéressante de l'installation Cygwin. Je vais me mettre sur tout. En haut, là, vous avez une liste déroulante. Et vous pouvez vérifier si tous les paquets sont en attente, à jour, installés, et ainsi de suite. Je vais me mettre sur tout. Et là, vous allez avoir la liste des paquets que vous pouvez avoir à votre disposition dans Cygwin. Alors qu'est-ce que c'est? Cygwin en fait au départ ne vient tout simplement qu'avec une
Cygwin, en fait, c'est tout simplement une fenêtre de terminal. Et en fait, il ne vous impose pas d'installer un Linux complet. En fait, il vous permet d'installer ce dont vous aurez vraiment besoin. Et donc, là-dedans, vous voyez, si vous faites du LaTeX, vous pourrez installer les outils. Si vous faites du développement web, vous pourrez installer des outils aussi. Si vous faites de la programmation C++, vous aurez un compilateur C++ que vous pouvez installer, et ainsi de suite. Donc nous, on va avoir besoin de quelques outils pour installer, et on va déjà chercher, dans la barre de recherche en haut, on va chercher par exemple le Python. Alors il y a beaucoup de choses dans Python. Moi je vais chercher par exemple Python 3.9. Python 3.9 c'est la version 3.9 de Python, donc elle est ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer ici et je vais dire voilà, je vais prendre la version de Python, je vais cliquer sur la version de Python 3.9.10-1. Je vais cliquer dessus. Alors, donc vous voyez, nouveau, j'ai la nouvelle version de Python. Et quand je vais continuer, eh bien, cette nouvelle version va s'installer. Donc Python, c'est bon, je l'ai. En installant Python, je vais aussi installer PIP, le paquet installer de Python. Donc si j'ai besoin d'autres modules, je vais pouvoir les récupérer. Alors, en dehors de Python, de quoi j'ai besoin aussi? Moi, j'aime bien installer un module qui s'appelle man-page, au pluriel, -POSIX. Alors ça, c'est quoi? Tout simplement, sous Linux, moi, j'ai l'habitude, en fait, de faire, quand je cherche comment marche une commande, j'ai l'habitude d'utiliser la commande man, la commande manuelle, qui va me permettre, en fait, d'avoir les informations sur une commande. Donc, man-pages-POSIX télécharge tout simplement les man pages, c'est-à-dire en fait les pages de manuel. Donc je vais les insérer. Donc j'ai l'actuelle qui est à 2.17, je vais la garder, je ne vais pas revenir en arrière. Et celle-là, je vais garder aussi, je suis à 6.15. Parce que j'avais déjà fait une install, donc il y a déjà des choses qui sont prévues pour moi. Et puisqu'on est dans l'install, je vais aussi installer un petit outil qui s'appelle Netcat. Netcat, donc je suis sur la 1.219. Il y a la 1.235 qui est disponible, je vais la prendre. Netcat, c'est un petit outil en fait qui vous permet de simuler un client ou un serveur. Dans l'idée, pas dans cette vidéo-là, mais dans les prochaines vidéos, j'ai envie en fait d'essayer de voir si je pourrais faire un serveur web minimaliste, écrit entièrement en Python, en jouant avec des sockets, et donc je vais avoir besoin de cet outil un petit peu pour l'interroger. Si jamais vous le téléchargez pas maintenant, c'est pas grave, je réexpliquerai en fait comment le chercher. Je vais cliquer sur suivant, donc on me donne toutes les installs, et l'installation commence. Alors normalement c'est pas très long, moi ça risque de pas être très long puisqu'il était déjà installé, donc il fait peut-être que les différences par rapport à ce qu'il avait à faire. Vous voyez, donc il n'y a pas grand chose à faire, voilà, et c'est déjà terminé. Donc il a fait une installation de base, il a rajouté les modules dont j'avais besoin, et il me demande si je dois créer une icône sur le bureau. Moi je vais en créer une, comme ça je vais pouvoir la récupérer assez facilement. Donc Cygwin démarre, et vous avez normalement une petite icône qui s'est positionnée sur le bureau, Cygwin terminal, et quand vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre de terminal qui s'ouvre. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup à une fenêtre de terminal Linux. Donc vous avez le petit tilde pour vous dire que vous êtes dans Home. D'ailleurs, si je fais PWD, je m'aperçois que je suis effectivement sous C-User Philippe. Alors déjà, assez bizarre, parce qu'effectivement, on se rend compte que j'ai l'impression d'être effectivement sous un Home, mais je ne suis pas dans un Home classique de Linux qui serait à la racine Home et mon utilisateur. Je suis bien en fait sous le C-User de mon utilisateur. Donc en fait, c'est quoi ce C? En fait, on va s'apercevoir que Cygwin va donner accès à vos disques durs avec l'arborescence Windows. Et pour ça, vous avez un répertoire qui s'appelle Cygdrive qui est à la racine. On va essayer d'explorer un petit peu ce Cygwin pour voir exactement de quoi ça parle. Donc l'installation s'est faite. Ok, donc on va essayer d'explorer un petit peu pour voir où se trouvent les différents éléments et voir si les éléments se sont bien installés. Ok, alors par exemple, l'habitude d'aller en Linux, on peut se retrouver à la racine en faisant directement cd racine. Et la commande ls nous donne effectivement tout ce qui se trouve à la racine. Alors je vais mettre un petit peu quelques options.
pour qu'on voit un peu mieux. Oh, je vais faire le terminal en grand. Hop. Voilà. Donc on a des répertoires, on a des fichiers, et on s'aperçoit qu'on a les répertoires assez classiques de Linux. On a les répertoires bin où on a les exécutables, on a les répertoires etc où sont les configurations. Alors évidemment, c'est pas la vraie arborescence. Si vous fouillez un petit peu, vous allez vite être déçu, puisqu'effectivement, je vous ai dit que c'est pas un vrai Linux, et donc à chaque fois, vous allez retrouver des liens vers des fonctionnalités Windows. Vous avez un home qui existe aussi, mais vous voyez que c'est pas forcément le home de mon utilisateur, et vous avez beaucoup de choses qui ressemblent à un Linux. Ce que vous n'avez pas sur Linux, par contre, à la racine, c'est un répertoire SIGDrive. Ça, c'est un répertoire qui a été créé lors de l'installation de Cygwin, et si je fais un cd SIGDrive pour regarder ce qu'il y a dedans, et que je fais un ls, je vais m'apercevoir en fait qu'ici j'ai que des lettres C, D, E et F. Alors qu'est-ce que c'est que C, D, E et F? Tout simplement, c'est mes disques durs. Okay, C, D, E, les disques durs, F, mon lecteur optique, et donc je vais pouvoir comme ça avoir accès à tous les éléments qui sont liés à mon ordinateur. Si je mets une clé USB, par exemple, qui prendrait la lettre G, je pourrais accéder à ma clé USB directement ici. Donc moi, je vais travailler, en fait, j'ai ouvert un Visual Studio Code ici, et ce Visual Studio Code, je l'ai ouvert, en fait, dans dans le disque D TMP. Voilà, c'est ce répertoire que j'ai ouvert. Ok, donc si jamais je veux aller sur ce répertoire dans Cygwin, ici, dans SIGDrive, je vais me rendre sur mon disque D. Ok, ls, je vais avoir tout le contenu de mon disque D. Et ici, j'ai donc un répertoire TMP. Et donc, ce que je vais écrire, il est pour l'instant vide, mon répertoire TMP, mais tout ce que je vais écrire dans le répertoire TMP dans Visual Studio Code sera présent ici, dans SIGDrive. Donc c'est très intéressant parce que vous voyez que j'ai pas grand chose à faire. En fait, SIGDrive a accès à mon disque dur. Et donc, j'ai pas en fait les fichiers, je peux continuer à travailler dans mon environnement et je ne suis pas obligé de l'envoyer vers une machine quelconque. Je vais pouvoir directement l'exécuter dans un environnement Linux grâce à SIGDrive. Ok, alors pour pouvoir interpréter mes programmes Python, je suis obligé d'avoir un interpréteur Python. Et donc là, on va s'apercevoir que si je fais which Python, voilà, vous voyez que j'ai accès à un interpréteur Python qui se trouve sous user bin Python. Ok, donc il a bien installé mon interpréteur Python, et si je veux regarder si tout fonctionne, si je veux vraiment tout valider, j'écris un petit fichier essai.py, ok, ici je fais juste un print coucou, voilà, je vais essayer d'écrire un petit peu plus grand, je fais juste un print coucou, je sauvegarde, je retourne de l'autre côté dans la partie Cygwin, qui est ici. Si je fais un ls dans mon document, je m'aperçois que essai.py est maintenant apparu, c'est logique. Je suis sous DTMP, donc je suis exactement sous le même répertoire. Et donc je peux essayer d'exécuter essai.py et je vais avoir coucou. Ok, ça marche. Je peux donc en fait garder mon Visual Studio Code, je peux écrire du code, et ce code, je peux l'interpréter dans un environnement qui simule Linux. Alors, qui simule Linux, pourquoi je dis qu'il simule Linux? Si je regarde le shell, par exemple, si je regarde les variables d'environnement, je m'aperçois que si je regarde le shell, il me dit que le shell que j'utilise pour interpréter mes commandes, c'est bash, bin bash. Donc on a l'impression effectivement qu'on est bien sous un Linux. Mais si je regarde quel est l'OS qui est utilisé dans la variable d'environnement de l'OS, eh bien je me rends compte que cette fois-ci, l'OS, c'est Windows NT. Donc toutes les commandes que je tape depuis le début, tous les ls, sont finalement, j'allais dire, un petit peu transformées dans l'environnement Windows, et derrière, c'est bien Windows qui lance mes commandes. Donc c'est vraiment ça un émulateur, j'ai absolument pas installé un Linux, j'ai juste installé une couche qui me fait croire que j'ai un Linux, mais qui fait exécuter tout ce que je demande par Windows. Mais pour ce qu'on a à faire ici, en fait, ça suffira largement pour tester les programmes que l'on va faire, et si un jour ces programmes, vous voulez les transposer sur Linux, vous n'aurez aucun problème, vous les aurez déjà testés. Ok, donc on est sur un émulateur, mais ça fonctionne, pour ce que l'on veut faire, ça fonctionne. Ok, maintenant si je veux dialoguer avec le système d'exploitation, donc pour l'instant je ne reviendrai pas sur cette
histoire d'émulateur, hein. Pour l'instant, je vais vraiment dire maintenant qu'on va travailler sous Linux. Ok, je considère que quand je suis sous Cygwin, je travaille sous Linux. Alors pour pouvoir atteindre les différentes fonctionnalités de l'operating system ou du système d'exploitation, on va utiliser une bibliothèque Python qui s'appelle OS. OS pour Operating System. Alors cette bibliothèque, elle va nous permettre de faire énormément de choses. Elle va nous permettre par exemple de générer les signaux. Les signaux, c'est des messages que je peux envoyer en fait à un processus actif. Hein. Le sujet d'habitude dont les gens se souviennent très souvent, c'est quand sous Linux vous voulez mettre fin à un programme qui tourne et vous ne savez pas comment faire, vous lui envoyez un signal en faisant un kill-9 sur ce processus. Et la plupart du temps, en fait, il arrête tout seul. On va avoir aussi, dans l'OS, on va pouvoir gérer les processus, on va pouvoir créer des processus. On va pouvoir accéder aussi au système de fichiers, au file system, on va pouvoir parcourir les répertoires, on va pouvoir identifier les fichiers, leur date de création, ce genre de choses. On va pouvoir gérer aussi les utilisateurs et leurs groupes. Tout ça, c'est des choses que l'on va pouvoir utiliser en Python, et comme on peut les utiliser en Python, eh bien on va pouvoir scripter, si vous voulez. Donc on va pouvoir créer des petits programmes qui automatisent certaines tâches. Comme on est en Python, ça veut dire qu'on a toujours les fonctions, on a toujours les boucles, on a toujours les structures conditionnelles, on a toujours les variables qu'on va pouvoir rajouter en fait à cet aspect OS. Donc si je veux parcourir un petit peu la doc d'OS, alors on ne fera pas tout, hein, mais j'ai mis ici où trouver la documentation. Si je veux parcourir la doc de l'OS, elle est très bien écrite dans la documentation Python. Tiens, je suis pas dans l'actuel. Ouais, ça change pas grand chose. Ok, donc vous voyez que quand je regarde la bibliothèque OS, qu'est-ce que je peux faire? Si je descends un petit peu, je vais retrouver, voilà, par exemple, je vais pouvoir accéder aux variables d'environnement, par exemple. Ça, on fera une vidéo dessus également. Je vais retrouver, par exemple, tout ce qui est parcours du file system et des différents directories. Je vais pouvoir, les getenv, par exemple, récupérer les variables d'environnement. Je vais pouvoir récupérer les identifiants d'un processus. Hein. L'ID du processus, je vais pouvoir récupérer les groupes par exemple, je vais récupérer les groupes ID. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors je passe juste un petit peu rapidement. On essaiera de voir pas mal de commandes qui sont là-dedans. Voilà, on peut changer aussi les droits, le fameux chmod qui permet en fait de changer les droits sur des fichiers. On peut récupérer les statuts de descripteurs, bref, plein de choses. Voilà, donc tout ça, on peut le faire, et on va essayer, dans ces vidéos système, en fait, à chaque fois, d'en voir une petite partie. Voilà. J'ai pas encore une idée globale, en fait, de là où on va arriver. On va regarder un petit peu ce que l'on peut faire avec, et je pense que quand on saura ce que l'on peut faire avec, on aura des idées pour aller un petit peu plus loin, ou pour monter certains petits projets. Ok, donc dans cette première partie, on va s'intéresser avant tout au processus. Alors un processus, c'est quoi? Un processus, ça permet en fait l'exécution des commandes de l'utilisateur. C'est-à-dire que tout ce que je tape sur le terminal est en fait mis dans un processus exécuté, et ce processus en fait me fournit un résultat. Quand je tape la commande ls, j'attends en résultat dans le terminal d'avoir la liste de tous les répertoires, de tous les fichiers et répertoires qui sont dans le répertoire dans lequel je suis actuellement. Et donc à chaque fois qu'une commande est tapée, eh bien le shell crée un nouveau processus qui va s'en occuper. Donc il y a des processus qui durent très rapidement, comme par exemple le ls, et vous avez des processus qui peuvent prendre beaucoup plus de temps, ou qui peuvent même être là tout le temps de la session. Alors les processus, ils ont des espaces mémoire distincts. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je lance en fait une commande, quand je lance une commande ls par exemple, c'est des instructions que je vais lancer. Okay, quand je lance un programme, ce sont des instructions. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un programme qui va se lancer, et à côté de ça, eh bien, il va avoir sa zone mémoire qui lui est dédiée, dans laquelle il pourra stocker ses variables. Et l'ensemble des deux, eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelle un processus. Ça veut dire aussi que si jamais j'ai créé un deuxième processus pour lancer un deuxième programme, eh bien, lui va aussi avoir ses propres zones mémoire dans lesquelles il va pouvoir stocker ses variables. Et donc, en fait, les deux ne pourront pas se marcher dessus, c'est-à-dire qu'ils ne partageront à aucun moment
les mêmes zones mémoire. Okay, chacun aura sa propre mémoire, isolée de l'autre, et donc ça veut tout simplement dire effectivement que mon processus 1 ne pourra pas écrire dans la mémoire qui a été allouée pour le processus 2. Ok, donc un processus c'est ça, c'est tout simplement les instructions qui sont à exécuter et la mémoire en fait qui lui est allouée. Ça fait une différence entre les threads. Donc les threads, vous avez peut-être déjà entendu parler ça dans la programmation, par exemple multithreading. On en parle souvent de multithreading, lancer plusieurs threads en même temps. Et les threads, en fait, ont cette différence avec les processus, que eux ont une mémoire partagée. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut écrire à un endroit mémoire et l'autre thread peut lire dedans et ça leur permet de communiquer. Ça aussi, les threads, c'est une vidéo que j'aimerais faire. Là aussi, il faudra voir si j'ai une demande ou sinon je le ferai quand j'aurai du temps. Mais la programmation multithreading, c'est quelque chose de très intéressant et sur lequel j'aimerais creuser un petit peu plus aussi. Alors pour l'instant, on pourrait se dire, j'ai encore rien lancé sur ma machine, donc je n'ai pas de processus. Ah, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, des processus, en fait, certains sont lancés lorsque la machine démarre ou quand le terminal démarre et ne s'arrête qu'avec l'arrêt de la machine ou l'arrêt du terminal. Si ici je tape la commande PS qui permet de lister les processus, je vois en fait que j'ai 3 processus qui sont lancés. J'ai un processus pour le terminal, le MINT-TY, donc ça c'est la fenêtre du terminal. J'ai un processus qui a lancé l'interpréteur de commande bash, ce qui fait que tout ce que je tape est interprété par bash pour avoir mon résultat. Et vous voyez même que quand j'ai tapé PS, eh bien le résultat des processus me dit en fait que j'ai même la commande PS qui a été lancée. Donc vous voyez que là j'ai 3 processus qui ont été lancés. Alors puisque je suis sur Cygwin, moi je ne vois que les processus qui sont liés à Cygwin. Si vous êtes sur Linux ou macOS par exemple, vous risquez d'avoir beaucoup plus de processus. Chez moi, les processus de Cygwin sont isolés des processus Windows. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup plus de processus qui tournent en ce moment sur cet ordinateur. Par exemple, j'ai une présentation PowerPoint, par exemple. J'ai un navigateur qui permet de vous montrer les sites internet. Et pourtant, on ne les retrouve pas ici. Ça veut dire que en fait, les processus Windows restent sous Windows et ne se retrouvent dans la commande PS que les processus qui ont effectivement été lancés dans Cygwin. Ok. Donc ça nous permet de ne pas avoir tous les processus ensemble. Alors étudions un petit peu quand je tape PS. Alors je vais faire un clear un petit peu pour avoir moins de choses à l'écran. Qu'est-ce qu'elle me donne comme information la commande PS? Elle me donne plusieurs colonnes et on va essayer de comprendre un petit peu ce que disent ces colonnes. La dernière partie, on l'a vu déjà, c'est la commande qui a été lancée. Une commande qui a été lancée sur user bin bash, une commande de terminal et une commande de PS. On a aussi le start time, c'est-à-dire l'heure à laquelle la commande a été lancée. Okay, et on a l'UID. Alors l'UID, c'est le user ID, c'est quel est l'utilisateur qui a lancé la commande. Donc le user ID, c'est toujours le même, puisque c'est toujours moi qui lance les commandes. C'est toujours le mien. Ok. Alors maintenant, à quoi on va s'intéresser? On va s'intéresser aux 3 premières colonnes. Le PID, le PPID et le PGID. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont en fait des données qui permettent d'identifier de manière unique chaque processus. Le PID, c'est le processus ID. En gros, à chaque fois qu'un processus est lancé, le système, en fait, lui attribue un nombre entier unique qui permet de le différencier. Pourquoi on fait ça? Imaginons qu'on pourrait très bien avoir plusieurs fois le même programme qui tourne en parallèle. Et donc, comme c'est le même programme, comment est-ce que je l'identifie si, par exemple, je veux lui envoyer des signaux? Je ne peux pas. Donc, effectivement, si je lance 2 fois le même programme, ils auront des PID différents. C'est un identifiant. Ça permet d'identifier de manière unique le processus. La deuxième colonne, c'est le PPID, le Parent Process ID. Donc, ça veut dire que c'est l'identifiant du parent du processus. Ah, ça c'est intéressant. Donc, ça veut dire que ma commande PS, qui est en bas, elle a l'identifiant 1468 et son père est 1453. 1453, c'est qui? Ah il est là. Donc, le processus père de PS, c'est bash. Mais bash, il a comme père 1452. Et 1452, vous voyez qu'il est là, c'est le processus qui gère le terminal. Donc on retrouve en fait l'enchaînement des processus.
Ce qui s'est passé au départ, c'est qu'un processus terminal a été lancé, lui-même a lancé un processus bash comme un de ses enfants, donc le processus bash est le fils du terminal, ok, et dans le bash, eh bien, il a interprété la commande PS, et donc la commande PS est considérée comme un enfant de bash. Ok, et là en fait, vous voyez que le terminal, lui, il a un PPID de 1, un Parent Process ID, et le Parent Process ID 1, en fait, c'est le processus, j'allais dire un petit peu qui est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, c'est un processus que vous ne pouvez pas couper, qui est toujours là, et qui va récupérer, en fait, tous les processus qui n'ont pas de paire. Ok ? On ne verra pas forcément ça dans cette vidéo, mais si, par exemple, un processus n'a plus de paire, il est automatiquement recueilli par le processus 1, et le processus 1 devient le pair de tous les processus qui n'ont pas de paire. Voilà. Comme ça, ils sont toujours attachés à quelque chose. De quoi on n'a pas discuté? Alors le PGID, c'est le processus group ID, c'est effectivement dans quel groupe, le processus, l'ID du groupe du processus, et le WinPID, ça c'est quelque chose que j'ai parce que je suis sous Cygwin, c'est qu'effectivement ces processus ont aussi un identifiant dans Windows, et donc là on a l'identifiant du processus correspondant dans Windows. Voilà. On ne se servira pas de cette colonne-là. Celle-là, elle est propre à Cygwin, on ne fera pas très attention à ça. Ok. On va essayer de jouer un petit peu avec ces identifiants et on va essayer de voir si on peut les retrouver directement dans un programme Python. Alors dans Cygwin, il y a, effectivement, je vous l'ai dit, il y a peu de processus actifs. Il y en a beaucoup plus dans Python. C'est ce qu'on retrouve en fait quand on fait un ctrl-alt-supr, que l'on fait un gestionnaire des tâches, et dans le gestionnaire des tâches, vous allez récupérer en fait tout ce qui est, tous les processus lancés sur la machine. Là par exemple, on voit bien les applications qui sont en place, et on a même en plus quelques services qui sont démarrés en tâche de fond. Ok, tout cela on ne les retrouvera pas sur Cygwin. Ok, ça marche. Donc là on a une petite présentation de Cygwin. Donc on l'a vu, chaque processus est identifié de manière unique par son PID. C'est tout simplement un entier non signé, ça veut dire que c'est un entier qui est toujours positif, et unique pour chaque processus. Il n'y a aucun moment donné, je peux avoir deux processus qui ont le même PID. C'est logique. Et même si vous voyez, si je relance PS plusieurs fois de suite, eh bien en fait, la première fois que PS a été lancé, il avait l'ID 1468, puis 1469, puis 1471. Donc vous voyez, même quand je relance plusieurs fois de suite le même processus, il n'obtient pas forcément le même PID, il prend juste un PID qui est dispo. Ok. Ça marche. Donc identifier le processus est important, parce que c'est ça qui va lui permettre d'y mettre fin, de lui envoyer un message, et de dire c'est vraiment ce processus-là avec lequel je veux discuter. Donc la première chose, on va créer un processus, un programme Python qui va essayer de retrouver le PID de la commande PS. Ok. Pas super compliqué. C'est pas super compliqué. On va avoir quelques petites complications, mais vous allez voir, ça va être plutôt facile à gérer. Hop. On va essayer de récupérer le PID et on va aussi essayer de récupérer directement le PPID. Alors l'essai, on va le transformer un petit peu. Rename. Je vais l'appeler donePID. Alors de quoi on va avoir besoin? La première chose qu'on va avoir besoin, c'est effectivement d'importer la bibliothèque OS. Puisque si on n'importe pas ça, on va avoir un problème. La bibliothèque OS, c'est celle qui contient toutes les fonctions qui nous permettent d'interagir avec le système d'exploitation. Et à partir de là, eh bien le PID, on va avoir une fonction dans l'OS qui s'appelle getPID, okay, et ça va me permettre de récupérer l'identifiant du processus dans lequel je suis. Puisque je suis là, je vais aussi directement récupérer le PPID, c'est-à-dire le processus, l'ID du processus parent. Pareil, il y a aussi une fonction qui existe pour faire cela. Je vais donc écrire, voilà, print, je suis le processus, hop, et je vais mettre le PID,
et je vais mettre aussi mon père est le processus, hop, et je vais mettre le PPID. Voilà. Donc j'ai la possibilité, j'ai créé, le processus va arriver à retrouver son propre identifiant et il va récupérer aussi celui du père. Bon, on va essayer de voir. Hop. Donc ici j'ai ls, j'ai donePID, donc je vais lancer donePID et je vais récupérer. Je suis le processus 1474 et mon père est le 1453. Ok, alors problème ici, c'est que on va se retrouver devant un petit problème parce que moi j'aurais bien aimé comparer à la commande PS, mais sauf que le problème en fait, c'est que mon programme s'exécute trop vite. C'est-à-dire que même si je tape super rapidement, bah, je m'aperçois qu'au moment où je tape PS, en fait mon programme est déjà terminé et il n'apparaît plus dans la liste des processus actifs. Ah, bon. Pas grave. Il va falloir que je trouve une petite solution. Et cette solution, ça va être d'utiliser en fait une fonction qui s'appelle sleep, qui est dans la bibliothèque time. Bibliothèque time, c'est la bibliothèque qui va vous permettre de gérer tous les temps. Par exemple, récupérer des timestamps, récupérer leur système, ce genre de choses. Et time.sleep va me permettre en fait de mettre le programme en sommeil, et le paramètre end sleep va me dire pendant combien de secondes je veux que mon processus dorme. Ok, donc on va mettre ça en place. J'ai donc besoin d'importer la bibliothèque time et je vais donc afficher le processus ID et derrière ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la fonction sleep pour mettre mon processeur pour faire dormir mon processus et je vais dire en fait dors pendant 15 secondes, allez ça suffira largement pour que j'ai le temps de taper PS. Et je vais même écrire derrière print fini pour savoir en fait quand est-ce que le processus se termine vraiment. Ok, donc il va m'écrire le processus ID, il va se geler pendant 15 secondes et ensuite il va m'écrire fini. Ok, on lance ça. Je vais avoir un autre problème, je vais faire un petit clear, je vais avoir un autre problème qu'on va vite découvrir. Ok, bah vous voyez, le problème, c'est que il m'écrit bien le processus, il m'écrit le processus pair, mais par contre, il me donne plus la main. C'est que là, je peux rien taper. Je peux taper, mais par contre, le PS que je tape, en fait, il va se lancer uniquement quand le programme sera fini. Parce qu'en fait, mon terminal, il est occupé avec le programme sur lequel je suis, et donc il s'occupe de mon PS une fois, en fait, que le programme se termine. Vous voyez, une fois que le programme a fini, eh bien, le PS est exécuté. Bon, ça m'arrange pas ce truc parce que du coup, bah, je peux toujours pas comparer en fait mon PID de mon processus que j'ai récupéré en Python avec le PID de PS. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que je lance mon programme en tâche de fond. Lancer un programme en tâche de fond va me permettre en fait de dire, bah écoute, tu vas t'occuper du programme, mais tu vas me redonner la main dans le terminal. Et le programme, il se terminera quand il se terminera. Il se déroulera en fait en tâche de fond. Comment je lance un programme en arrière-plan quand je suis sur Linux? Ben, je vais juste en fait au moment où je lance le programme rajouter un et commercial derrière. Et commercial, eh bien Linux va comprendre qu'il faut lancer ce programme en arrière-plan. Et donc je vais avoir à ma disposition directement le terminal pour pouvoir taper mon PS. Ah, là ça commence à être intéressant. Donc, je vais relancer mon Python donePID et je vais en fait rajouter un et commercial derrière. Donc, espace après le Y et commercial. Là, j'ai de nouveau la main. Je peux taper mon PS et vous voyez que le programme s'est exécuté en fait en tâche de fond et à un moment, il va me dire qu'il a fini dans le terminal. Après 15 secondes, il va me dire qu'il a fini et tout va bien se passer. Fini. Voilà. Donc cette fois-ci, je suis arrivé à le capturer. Vous voyez que là, j'ai un Python 3.9. Pourquoi j'ai Python, en fait, alors que moi, j'ai lancé le programme donePID.py? Bah, tout simplement parce que c'est effectivement l'interpréteur Python que j'ai lancé sur mon programme. Et donc, c'est bien l'interpréteur Python que j'ai lancé. Donc, il me dit, voilà, j'ai lancé un Python 3.9.
Si je suis la ligne de Python 3.9, il me dit que ce PID a 1481, c'est bien ce que me dit le programme, je suis le processeur 1481, et mon père est le 1453, mon père est le 1453, et je m'aperçois que le père de ce processus qui lance un programme Python, eh bien tout simplement, c'est Bash. C'est donc Bash qui a interprété en fait l'interprétation Python de mon programme donPID. Ok. Alors, simplement pour revenir un petit peu, donc ça marche, je vois bien que je suis arrivé à récupérer le PID et le PPID directement dans un script Python. J'arrive donc bien à récupérer les informations cohérentes avec la commande PS. Pour terminer un petit peu sur cette histoire de background, imaginons par exemple que vous soyez dans un autre cas, c'est-à-dire que vous avez lancé un programme sur votre terminal, vous pensiez qu'il allait se terminer en quelques secondes, et finalement, en fait, vous vous êtes trompé, c'est un programme qui dure quand même beaucoup plus longtemps. Alors on pourrait dire, ce programme, je vais tout simplement l'interrompre, et je vais le relancer en background avec un et commercial. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que le temps qu'il a déjà passé à être exécuté, en fait, c'est du temps perdu, parce que vous allez recommencer à exécuter votre programme de zéro. Alors il y a une méthode, en fait, pour mettre en arrière-fond un programme qui tourne déjà. Par exemple, imaginons je relance mon programme et j'oublie mon e-commercial. Donc il va se lancer en fait dans le terminal et il va me bloquer le terminal jusqu'à ce qu'il soit fini. Quand je vais le lancer ici, je vais l'interrompre avec un CTRL Z. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé CTRL Z pendant que le processus était lancé. Donc il était lancé en fait en foreground. Et il me bloquait le terminal. Donc je l'ai arrêté, je l'ai mis en stopped. C'est-à-dire le processus s'est arrêté dans l'état dans lequel il était stopped. Il ne fait plus rien. Ok, comment je peux savoir quels sont les programmes qui ont été arrêtés? Je vais utiliser la commande jobs. Jobs, je vois que j'ai un processus qui est python donPID.py qui a été stopped, et dans la liste des processus stoppés, il a reçu le 1. C'est-à-dire que si je refais la commande, par exemple, et que je le restoppe une deuxième fois, je m'aperçois que dans la colonne jobs, eh bien, il y en a un qui a reçu le 1 et l'autre qui a reçu le 2. On a toujours un problème d'identifiant, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la distinction entre les deux, puisque j'ai lancé exactement le même programme et j'ai arrêté les deux, eh bien, encore une fois, ils ont chacun reçu un identifiant pour bien savoir lequel je vais pouvoir redémarrer. Maintenant, si jamais je veux reprendre l'exécution d'un de ces deux programmes, mais en arrière-fond, je vais utiliser en fait la commande BG, BG pour background, et je vais dire background, mets-moi le 1, donc celui qui a reçu l'identifiant 1 ici, tu me mets l'identifiant 1, tu me le lances en BG. Et donc vous voyez que cette fois-ci, il a terminé, le programme, c'est fini. Et je vais faire pareil avec le 2, pouf, vous voyez que le 2 a terminé aussi. Si je prends la commande jobs, ouais, il est en done, ok, il montre que le 2 est fini, et je retape jobs, il n'y en a plus, et donc effectivement mes processus se sont correctement terminés. Donc ça c'est une petite astuce à connaître, si jamais vous avez un programme qui a déjà tourné pendant 10-15 minutes et que vous ne voulez pas en fait le redémarrer à zéro, CTRL Z, vous allez tout simplement le mettre en stopped, et avec BG vous allez le lancer en arrière-plan pour qu'il puisse en fait se terminer et vous laisser la place sur le terminal. Ok. Bon, ça c'était un petit aparté pour le lancement de programmes en arrière-plan. Ok. Donc, en observant les programmes que l'on vient de voir, on s'est aperçu que il y avait une espèce de relation de filiation entre les différents processus. C'est-à-dire que tel processus avait un autre processus comme père, ou qu'il avait un processus fils, et ainsi de suite. Donc, dans cette idée-là, ça veut dire en fait qu'un processus a tout à fait la capacité de créer lui-même un autre processus. Un processus a lui-même le droit de se créer un fils. Ah, c'est intéressant. Mais ça, est-ce qu'il n'y a que les processus de Linux qui ont le droit de le faire, ou est-ce que moi j'ai le droit d'écrire un processus qui peut créer un propre fils? Bah non, évidemment, tout ce que Linux peut le faire, moi je peux le faire aussi, il suffit que je connaisse les bonnes fonctions. Et la fonction qui va me permettre de créer un processus fils, c'est tout simplement la fonction fork. Fork, en fait,
ou fourche, si vous voulez, ou embranchement, hein, comme ça qu'on pourrait le traduire, va me permettre, si vous voulez, de en fait créer à partir d'un processus, va me permettre de créer deux processus. Je vais pouvoir dupliquer les processus. Ok, ça marche. On va essayer de comprendre un petit peu comment marche ce processus, cette fonction fork. Ok. Quand j'utilise la fonction fork, on va essayer de le transférer graphiquement. Je vais essayer de l'expliquer graphiquement, ce qui peut être intéressant. Hop, je vais reprendre mon paint qui est là. On va enlever... Oh, ben on a un processus, donc du coup... Ouais, je vais le faire comme ça. Hop. Imaginons par exemple qu'on a un programme qui a été écrit en Python évidemment, et qu'à un moment donné, ce programme, ce programme en plein milieu utilise la fonction fork. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer en fait, c'est que ce programme va se retrouver dupliqué. Ce processus va se retrouver dupliqué. Ok. On a un processus que l'on va appeler pair. Et on a de l'autre côté un processus que l'on va appeler fils. Le fils va redémarrer au moment du fork, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait avant le fork, en fait, est inconnu, est inconnu du fils. Le fils va aussi récupérer la mémoire du père, c'est-à-dire que si le père a déclaré des variables, ça on le verra, a déclaré des variables dans sa mémoire, bah, le fils va récupérer les mêmes variables que le père connaissait déjà. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, tout ce qui suit le fork, toutes les instructions qui suivent le fork, ici, vont être réalisées à la fois dans le père et dans le fils. Ok. Alors, on va se dire, bon, c'est pas super intéressant, parce qu'effectivement, on a dupliqué un processus, mais si c'est pour derrière faire la même chose, c'est pas très intéressant. Oui, sauf qu'en fait, il manque encore un petit détail par rapport à l'utilisation de la fonction fork. La fonction fork, en fait, elle a une valeur de retour. Et cette valeur de retour va me permettre de savoir si je suis dans le père ou si je suis dans le fils. Ça, c'est intéressant. Parce qu'à partir du moment où la partie verte que j'ai encadrée en vert ici, celle-ci, à partir du moment où cette partie est capable de savoir si elle est dans le père ou elle est dans le fils, ça veut dire que je peux mettre en place une structure conditionnelle qui va dire, ben, si je suis dans le père, je fais ça, si je suis dans le fils, je fais ça. Et ça, c'est quelque chose que l'on va réutiliser, par exemple, pour écrire des démons. Ok. Il est donc temps de nous intéresser à la valeur de retour de la fonction fork. Alors, la fonction fork, si elle marche correctement, elle va renvoyer un entier. Si la fonction fork renvoie 0, ça veut dire que je suis dans le fils. Ok. Donc là, si la fonction fork, hop, elle renvoie 0, je vais l'écrire comme ça. Si là, elle renvoie 0, ça veut dire que je suis dans le fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle renvoie pas 0, je suis dans le père. Ok, ça marche. Mais si elle renvoie pas 0, du coup, elle renvoie quoi? Eh bien, en fait, on va s'apercevoir que quand elle renvoie pas 0, c'est qu'on est dans le père, et ce que renvoie fork, elle va renvoyer le PID du fils. Ah, pourquoi c'est intéressant de connaître le PID du fils? Eh bien, en fait, c'est simple, on va le voir en fait grâce aux fonctions que l'on a écrites tout à l'heure. On sait que chaque processus connaît son propre PID et connaît le PID de son père. Ok, mais comment est-ce qu'un père peut connaître le PID de son fils? Pour l'instant, je ne le vois pas. Eh bien, c'est justement ce que va renvoyer fork. Fork va renvoyer le PID pour que le père connaisse son fils. Ça veut dire que le père connaîtra son propre PID, il connaîtra le PID de son propre père et il connaîtra le PID de son fils. Et donc, si jamais on veut mettre en place une communication entre ces différents processus, on va se rendre compte que ces processus sont capables de s'identifier entre eux. Ok.
Qu'est-ce qu'il peut aussi y avoir? Ben, il peut aussi y avoir effectivement une exception OS error hein, si jamais le fork ne fonctionne pas. Alors pourquoi le fork ne pourrait pas fonctionner? Ben, il pourrait y avoir un problème au moment du fork, hein, il pourrait par exemple ne plus y avoir de mémoire disponible. Il y a en fait quelque chose une façon de faire planter très rapidement son ordi, ou d'en saturer la mémoire en tout cas, c'est en fait de créer une boucle infinie avec un fork dedans. Pourquoi? Parce que comme un fork fait d'un processus deux processus, bah si chacun de ces processus fork à nouveau, vous allez passer de 2 processus à 4. Et si ces 4 processus fork à nouveau, vous allez passer à 8 processus et ainsi de suite. Et comme à chaque fois que vous créez un processus, vous créez avec la zone mémoire dont le processus va avoir besoin, et bien au bout d'un moment, si vous faites une boucle infinie autour d'un fork, vous allez saturer la mémoire. Alors je ne vais pas le faire ici parce que ça me forcerait à redémarrer l'ordinateur, mais vous pouvez le tenter chez vous. Ça casse pas la machine, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, et on va écrire un programme qui effectue un fork. Si le retour est à -1, on stoppe le processus, c'est qu'il y a eu un problème. Si le fork retourne 0, c'est qu'on est dans le fils, et si on est autre chose, c'est qu'on est dans le père, et que la valeur qui est retournée, eh bien tout simplement c'est l'identifiant du fils. Ok. Ça marche. On va essayer de prendre tout ça en compte, et on va essayer de regarder comment ça marche. Alors, de quoi j'ai besoin encore? Je crois pas que j'ai besoin de beaucoup plus. Alors ce que je vais faire juste, c'est que au lieu de passer par des variables intermédiaires, ce que je vais juste faire, c'est que je vais directement copier les fonctions. Comme je vais en avoir besoin dans le père et dans le fils, ça me permettra de gagner un petit peu de temps. Donc pour l'instant, j'ai encore rien changé, hein, le programme fonctionne comme avant. C'est juste que je me passe des variables et que je mets directement l'appel à getPid et à getPpid là-dedans. Ok. Alors, si je reprends la doc, en fait, ça me dit quoi? Ça me dit que quand je fais un p égale os.fork, ok, je vais déjà gérer mon cas d'erreur. Alors soit j'ai un cas, si j'ai pas de problème si j'ai un problème sur le fork, c'est-à-dire que je vais faire un try ici, et on va regarder, peut-être que je peux avoir une exception que je vais trapper qui est un OS error. Si jamais on me remonte un problème, on me dit, voilà. Alors je ne fais pas une gestion des erreurs complète, hein. Problème avec le fork. Et si j'ai un problème avec le fork, je sors en fait de la fonction en renvoyant un code erreur. Donc ici, il me faut encore la bibliothèque system qui me permet d'interagir avec le système, et je vais faire un system.exit -1 pour dire il y a eu un problème, et je sors avec un code retour -1. Ok. Donc si je suis toujours là dans mon programme, c'est que je ne suis pas sorti sur un -1 et que j'ai donc pas eu de problème avec le fork. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est analyser le P qui est ici. Si dans P, en fait, je récupère la valeur 0, ça veut dire en fait que je suis dans le fils. Et si jamais je suis pas, si P ne vaut pas 0, ça veut dire que je suis dans le père. Donc ça veut dire que tout ce qui est après le fork ici, en fait, après le fork, je vais me retrouver avec un processus père et un processus fils, et les deux processus vont exécuter les instructions que je viens de mettre en bleu. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire tout simplement, je vais en fait imprimer ces deux éléments-là. Je vais afficher le PID du fils, et je vais afficher le PID du père. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, si je copie-colle, en fait, on va pas vraiment le voir très bien. Je vais donc en fait juste dire, voilà, ça c'est le fils, et ça c'est le père. Comme ça, j'aurai en fait une distinction dans le fork. Ok. On essaye. Je sauvegarde ça. Il s'appelle toujours donepid. Je fais un clear.
et je lance donePID. Ok. Donc le père, je suis le processus 1488 et mon père est le processus 1453. Fils, il dit je suis le processus 1489 et mon père est 1488. Donc 1488, c'est bien le processus père. Je vous propose de mettre des slips en place pour qu'on ait le temps de vérifier avec la commande PS. Alors je vais mettre 10 secondes, ça suffira largement. Je vais faire en sorte que le fils dure 10 secondes et que le père dure 10 secondes aussi, pour qu'on ait le temps en fait d'en faire la commande PS. Ah, il faut que je lance en moins grande. Hop. Est-ce que ça marche ça? Ok, donc j'ai stoppé les deux. J'ai stoppé le père et le fils. Et donc effectivement, vous voyez bien que on arrive bien à distinguer quel est le père et le fils. Le premier, en fait, c'est le fils. C'est le processus 1491 qui a comme père 1490. Et le deuxième, c'est le processus 1490 qui a comme père 1453, 1453 étant le processus bash. Ok. Du coup, dans les jobs, je vais juste les relancer. Voilà, je sais pas s'ils sont encore là. Ah, je signale pas la fin. Ok. Donc ça marche. J'ai donc en fait créé une duplication de processus, hein, on le voit bien. J'ai donc après le fork, tout ce qui est avant le fork est commun, et tout ce qui est après le fork, en fait, c'est deux processus qui exécutent le même code vert. Ok. Alors, question, qu'est-ce qui se passe si jamais je lance un fork tout de suite après un fork? J'ai deux forks de suite. Bah, si j'ai deux forks de suite, ça veut dire en fait que je suis dans ce cas-là. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Imaginons que je fasse quelque chose comme ça. Alors c'est pas vraiment, ce serait pas vraiment malin de ma part, hein, mais on pourrait imaginer par exemple que je crée P1 qui me donne ça, et P2, je fais tout de suite un fork derrière. Ça veut dire en fait que la première instruction du bloc vert, ici, la première instruction du bloc vert, ici, serait encore une fois de faire un fork. J'aurai un fork ici, voilà, c'est pas très beau. Je vais peut-être... hop. Tac. Tac. J'ai juste encore un fork ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je me rends compte que cette fois-ci, le fork... Décidément. Si jamais je fais un fork ici et que je refais un fork ici, je vais m'apercevoir en fait que le fork se retrouve cette fois-ci dans les blocs verts. Donc si j'ai un fork dans un bloc vert, ben, ça veut tout simplement dire que le fork va être exécuté à la fois par le père et à la fois par le fils. Donc ça veut dire que si j'ai un deuxième fork dans le père, eh bien ce qui va se passer, c'est que le père, lui, va créer un deuxième fils. Il va se créer un deuxième fils, et ce qui va se passer, c'est comme le fils fait aussi un fork, eh bien le fils va se créer lui-même un fils. Et donc, vous voyez que si je cumule deux forks, en fait, ben, le premier fork passe de un processus à deux, et si je crée un fork tout de suite derrière, en fait, chacun de ces deux processus va réexécuter un fork, ce qui va encore diviser par deux. C'est pour ça que si vous faites un while true autour d'un fork, vous allez à un moment donné rapidement saturer la mémoire, puisque vous allez doubler le nombre de processus à chaque fois que vous faites un fork. Ok, donc ça je ne vais pas le faire, mais je vais rester tout simplement sur mon exemple qui ressemble à ça. Ok. Très bien, j'ai un fork qui fonctionne, je suis arrivé à créer un processus père et je suis arrivé à créer un processus fils. Ok. J'ai ajouté des slips, ça c'est bon, donc effectivement je suis arrivé à vérifier qu'on a bien les processus de la commande PS qui sont bien en phase. Ok.
ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que, effectivement, toutes les variables qui ont été déclarées avant le fork sont en fait dupliquées, c'est-à-dire que la mémoire, elle est dupliquée. C'est-à-dire que si avant le fork, par exemple, je déclare une variable a qui vaut 17, par exemple, et que dans le fils, j'écris la variable a, alors j'écris toujours fils devant hein, pour qu'on arrive bien à se rendre compte, j'écris le contenu de la variable a, et j'écris le contenu de la variable a aussi dans le pair. Et on va se rendre compte, en fait, en lançant ça, que toutes les variables qui auront été déclarées avant, en fait, sont connues à la fois dans le pair et dans le fils. Donc je vais relancer ça. Hop, je vais faire un petit clear. Voilà. Et vous voyez que le pair connaît A en tant que 17 et le fils connaît A en tant que 17. Ok. Là aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas sûr que si jamais je relance, le pair passe toujours avant le fils. Hein. Comme les deux processus en fait peuvent être lancés, peuvent être traités en parallèle, bah, il est possible que des fois le père passe avant le fils ou que le fils passe avant le père. Ça serait pas surprenant. Bon, là le père a l'air de toujours prendre le pas, mais les deux processus en fait je peux pas garantir à l'avance lequel va finir en premier. Hein, les deux vivent leur vie. Donc tout ce qui a été déclaré avant le fork existe à la fois dans le père et dans le fils. Donc ça veut dire que le fils, quand il est démarré, il démarre en fait avec toute la connaissance de son père. Voilà. Tout ce qui a été calculé, toutes les variables, il les connaît lui aussi. Ok. Ça marche. Ok. On va s'intéresser maintenant aux fonctions de synchronisation. Alors, pour l'instant, on a créé un père et un fils. Le père a créé lui-même un fils. Et à partir du moment où le fils est créé, on a vu en fait que les deux vivent leur vie. J'ai pas tellement de contrôle dessus. Le père peut terminer après le fils peut terminer après le père. En tout cas, les deux en fait vont s'exécuter en parallèle. On va pouvoir mettre en fait en place un mécanisme de synchronisation. C'est-à-dire que le père peut attendre qu'un fils se termine. Et ça, il va le faire en fait avec une fonction qui est toujours disponible dans la librairie OS. Et cette fonction, c'est la fonction wait, qui, comme son nom l'indique, en fait, va tout simplement attendre qu'un fils soit terminé. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser OS wait et que le père va arriver dessus, il va se mettre en attente. Ok, il va se mettre en attente et dès qu'un de ses fils sera terminé, la fonction OS wait va se déclencher et on va pouvoir continuer. Ok. Avantage aussi de la fonction wait, elle va nous renvoyer des informations, elle va nous renvoyer le PID du fils qui s'est terminé, et elle va nous renvoyer aussi le code d'erreur renvoyé par le fils. Ok, on va essayer de voir un petit peu comment tout ça, ça marche. Et hop. Ok. Alors imaginons par exemple le fils, il a quelque chose à faire. Il dure par exemple 15 secondes. Voilà. Et quand il a terminé, il dit tout simplement, je vais faire un 6 exit. Et je vais renvoyer un code erreur, par exemple, j'ai envoyé 96. L'idée, c'est que j'aimerais que le père attende que le fils soit terminé et qu'il récupère en fait le code retour. Hein. Le code retour, ça permettrait de savoir si le fils s'est bien terminé. Par convention, on dit que quand il y a un code retour 0, c'est que tout s'est bien passé. S'il y a autre chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas. Donc, le père, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire ses informations. Et une fois qu'il a écrit ses informations, il va faire un os.wait. Ok. os.wait, il va se bloquer sur le wait, et à partir du moment où son fils va se terminer et renvoyer la valeur d'erreur, il va se débloquer et il va continuer. Il va dire print, je vais mettre ça, fin du fils. Ok. Mais si jamais le père a créé plusieurs forks et donc il a créé plusieurs fils, comment est-ce qu'il arrive à savoir quel est le fils qui a terminé? Et bien en fait, la fonction osWait, elle va renvoyer des informations.
Première information qu'elle va renvoyer le PID du fils. Elle va renvoyer le PID du fils et elle va renvoyer aussi le code retour renvoyé par le fils. Ok. Et maintenant, le père, il veut dire, bah, fin du fils, je connais, puisque la fonction wait me renvoie le fils, je peux dire fin du fils avec le code retour. Et pareil, je vais pouvoir mettre ce que j'ai récupéré de la fonction wait dans la fonction code retour. Alors attention, le code retour, je ne sais plus pourquoi, pour quelle raison, il faudrait que je le retrouve, mais le code retour en fait est décalé de 8 bits, c'est-à-dire qu'il est suivi de 8 zéros en binaire non significatif. Donc si vous voulez récupérer le code retour, il faut juste vous débarrasser des 8 zéros qui sont derrière, et pour faire ça, je vais simplement diviser par 256. Je ne sais plus pour quelle raison. Je l'avais lu, mais ça m'échappe. Si vous ne le faites pas, ben, tout simplement, c'est que vous allez avoir un code retour décalé. Ok, est-ce que ça fonctionne? Bon, on va regarder. Normalement, donc, le fils devrait exécuter, il devrait se terminer. Donc, après 15 secondes, il devrait se terminer. Ok. Le père devrait écrire ses informations, puis attendre son fils. Et une fois que son fils s'est terminé, lui devrait reprendre et écrire en fait le retour. Ok, on essaye. Un petit clear, hop. Voilà, le père est lancé, le fils est lancé. Dans 15 secondes, le fils se termine et il va renvoyer un message de retour au père. Ok, le père va essayer de récupérer quel est le PID du fils et il va essayer de récupérer aussi le message d'erreur. Et donc, vous voyez que le père, en fait, indique fin du fils 1504. Effectivement, le fils a dit qu'il était le 1504. Et le code de retour est 96. C'est bien ce qu'a renvoyé le fils. Donc, ça veut dire que le père est capable, finalement, de savoir, en fait, d'arriver à retrouver le code erreur, en fait, de ces différents fils. Ça marche. Ok. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller encore un petit peu plus loin. Imaginons que le père, effectivement, ne crée pas qu'un seul fils, mais qu'il en crée 3. Et que l'on veut, effectivement, que le père ne se termine que lorsque tous ses fils sont terminés. Comment ça fonctionnerait? Tiens, je vais proposer, on va même mettre une variable pour choisir le nombre de fils, en fait, que l'on veut lancer. Alors, comment ça marcherait? On va essayer de réfléchir sur ces éléments-là, et on va les reprendre dans l'ordre. Ok, alors cette fois-ci, puisqu'il n'a plus qu'un seul fils, on va avoir besoin d'autre chose. C'est-à-dire que... Alors, le A, je vais l'enlever. Hein. Ça, on a vu que ça marchait, je vais l'enlever. On va tout simplement créer une variable qui s'appelle nbfils. Et je veux par exemple que mon père, en fait, crée 3 fils. Alors, je veux pas que les fils créent des fils, hein, je veux pas créer des petits-fils. Mais je veux par exemple que mon père crée 3 fils. Donc ça veut dire que les forks ne doivent être réalisés que dans le père. Hein. Je veux à aucun moment donné qu'un fils fasse un fork. Ok. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire en sorte que le père maintienne la liste des fils. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il crée un fils, il va mettre le PID du fils dans une liste, et donc il aura une liste qui contient le PID de tous ses fils. Et à chaque fois qu'il y en a un qui est terminé, on va enlever le PID du fils de la liste, et quand la liste sera vide, bah, c'est tout simplement que tous les fils se seront terminés. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des forks, et je vais mettre une boucle autour. For, alors je m'en fiche de la variable de parcours, inRange nbfils. Voilà, je vais créer une belle boucle autour. Je vais créer une boucle autour de tout ça. Voilà. Alors je vais m'assurer déjà que le fils, lui, en fait, ne va jamais créer de fork. Comment je fais ça? Bah, en fait, le sysexit va s'en occuper pour moi. Effectivement, si je fais un sysexit, eh bien quand le fils a terminé son traitement là, automatiquement, il s'arrête, le processus s'arrête et retourne le code 96. C'est comme si j'avais un return dans une fonction Python.
tout ce qui suit, en fait, n'est plus dans le return. Et puis le père, qu'est-ce que je vais faire avec le père? Bah, le père, lui, à partir du moment où il a créé un nouveau fils, la seule chose que je vais faire avec lui, c'est que son nouveau fils, je vais l'ajouter à la liste des fils, .append, et comment je connais son fils? Je sais que le pid fils, en fait, est retourné par os.fork. Dans le père, je récupère le pid du fils. Donc je vais ajouter p. Ok. Ça, je vais sortir de la boucle. Ok. Donc ma boucle, elle se passe comme ça. Je vais créer des fils. Je vais faire plusieurs fois un fork. Les fils vont se lancer et faire des trucs. Ok. Ils vont se lancer des trucs. Ils vont avoir un code retour à la limite. Et le père, lui, va juste noter ses fils. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il crée un fils, il va juste garder les traces de l'identifiant du fils. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre... Il va créer une boucle et il va dire while lst fils, c'est-à-dire tant qu'il y a quelque chose dans la liste des fils, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon wait. Je vais faire mon wait. Hop. Et ça, c'est dans le pair. Parce qu'effectivement, je peux être ici qu'en étant dans le pair. Je peux être ici en étant que dans le pair, puisque mon fils, il a fait un sysexit, donc effectivement, lui ne continue pas. Ça, c'est la seule partie qui est exécutée par le fils. Là, il sort du processus, le processus se termine, donc à aucun moment donné, il retourne dans la boucle, et à aucun moment donné, il va exécuter cette partie-là. Il n'y a que le père qui va exécuter ça. Donc lui, il va faire un wait, il va attendre le fils et il va attendre son code retour. Il va dire que le fils, pid-fils, code retour, machin. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, dans la liste des fils, il va supprimer celui qui s'est terminé. Alors, comment je sais lequel s'est terminé? Vous voyez que le pid-fils ici, normalement, retourne l'identifiant du fils qui s'est terminé. Donc, je vais juste dire, en fait, celui-là, je vais l'enlever de la liste. Il s'est terminé, j'en ai plus besoin. Bon. Je pense qu'on est bon. Donc, on crée 3 fils. On les ajoute à la liste. Tant qu'il y a des éléments dans la liste, j'attends les fils. Et à chaque fois qu'il y en a un qui se termine, je dis tout simplement que je vais dire tout simplement j'attends qu'ils finissent et puis quand j'en ai plus dans la liste, je m'arrête. Ce que je peux faire peut-être un petit peu plus intéressant aussi, c'est que je pourrais faire en sorte que je vais importer random et je vais faire en sorte que tous les fils, alors là par exemple si je fais ça, tous les fils vont attendre 15 secondes. Moi ce que je vais faire c'est peut-être utiliser la bibliothèque random et je vais faire plutôt un random.randint et je vais dire voilà, je voudrais que tous les fils patientent entre 5 et 25 secondes. Et donc ça va être des fils qui vont avoir des durées différentes et ça veut dire que les fils vont pas forcément s'arrêter dans l'ordre dans lequel ils ont été lancés. Ce qui peut être intéressant aussi. Ok. Bon on est bon. On essaye de lancer ça et on regarde si ça marche. Hop, un petit clear. Et on lance ça, hop. Donc vous voyez que j'ai 3 fils qui ont été lancés. Le 1507, le 1508 et le 1509. Ok, le 1509, c'est terminé. Donc vous voyez que c'est le dernier qui a terminé en premier. Le 1508 s'est terminé après. Et le dernier, il met un petit peu plus de temps. C'est un random, donc je ne sais pas en combien de temps il va se terminer. Ça dépend du random qui a été choisi. Vous voyez, le 1507 se termine. Et comme les 3 fils du père se sont maintenant terminés, le père s'est terminé et j'ai de nouveau la main sur le terminal. Ok. Donc ça, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution, par exemple, pour lancer plusieurs fils. Donc vous voyez que le père a lancé plusieurs fils et il a attendu la fin de chacun de ses fils avant de mettre fin lui-même à son propre processus. Ok. Alors pourquoi c'est intéressant pour un processus pair d'attendre la fin de ses fils et à quel endroit on va faire ce genre de choses? Quand est-ce qu'on va utiliser des forks? L'idée de l'utilisation du fork, on va le faire par exemple quand vous allez avoir un serveur. Par exemple, vous avez un serveur qui attend des requêtes. Ok. Imaginons que votre serveur maintenant se mette à traiter une requête où il va lui falloir plusieurs minutes. Eh bien, pendant les minutes où votre serveur traite la requête, ça veut dire que plus personne ne peut accéder à votre serveur.
Donc comment est-ce qu'il va faire votre serveur pour ne pas se retrouver bloqué? Eh bien la plupart du temps, c'est que votre serveur va récupérer une requête, il va créer un fils à qui il va confier la requête, donc c'est le fils qui va mouliner avec la requête, et ça va permettre au serveur de se retrouver de nouveau disponible tout de suite. Voilà. Donc je reçois du boulot, je crée un fils, je lui file le boulot, je me remets en attente. Et donc du coup, ça veut dire que le père n'est jamais bloqué, et que c'est les fils qui vont s'occuper du boulot. Et même si la requête prend énormément de temps, eh bien c'est le fils qui va s'en occuper, et pas le processus qui est censé recevoir la requête. Ok, tout ça on essaiera de le mettre ensemble, et on essaiera de créer un petit serveur web minimaliste entièrement programmé en Python. Ok. Donc, l'idée ici, c'est qu'effectivement, la fonction wait, elle a juste un tout petit souci, c'est que effectivement, elle attend le premier fils qui termine. C'est-à-dire que même s'il ne termine pas dans l'ordre, en fait, les fils en fait terminent quand ils veulent. Et à chaque fois qu'un des fils du père se termine, il déclenche la fonction wait, et la fonction wait permet au père de continuer à faire ce pourquoi il était prévu. Donc la fonction wait doit donc être répétée tant qu'il y a des fils à attendre. Ok, ça on a fait, tous les fils on les a stockés dans une liste, et à chaque fois qu'on a reçu la fin d'un fils, on a débloqué en fait cet élément dans la liste. Ok, ça marche. Par contre, dans ce cas-là, je n'ai pas fait la distinction entre les fils. C'est-à-dire que j'ai lancé des processus fils et je les ai attendus qui terminent tous. Est-ce que je pourrais faire la distinction entre les fils? C'est-à-dire que je pourrais estimer qu'il y a des processus qui travaillent sur des tâches cruciales, c'est-à-dire je dois attendre qu'elles aient fini, mais il y a d'autres processus en attendant qui travaillent sur des tâches, bon, c'est pas vraiment crucial que d'en attendre la fin. Ils peuvent continuer à tourner en parallèle, mais moi je vais être sûr, par exemple, je lance 3 fils et je vais être sûr par exemple que le deuxième termine correctement, le 1 et le 3, finalement c'est quelque chose d'un petit peu moins crucial et je ne veux pas forcément avoir la main dessus. Comment je pourrais faire cette distinction? Wait suffirait pas. Wait ne suffirait pas puisque wait ne peut pas dire j'attends ce processus. Wait attend le premier fils qui termine. Je vais donc avoir besoin en fait d'une alternative à wait, et cette fonction c'est la fonction waitPid. La fonction waitPid, comme son nom l'indique, en fait, elle ne fait pas qu'attendre un des fils, elle attend vraiment le fils qui a le PID que je vais donner en paramètre. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment attendre le deuxième fils. Et donc, imaginons par exemple que dans le cas dans lequel on lance 3 fils, 3 processus fils de notre père, et on veut attendre que le deuxième. Finalement, le 1 et le 3, on s'en fiche finalement qu'il termine correctement ou pas. On veut juste attendre en fait le deuxième. Et bien avec la fonction waitPid, ça va devenir complètement possible. Je reprends mon petit exemple en fait où j'avais lancé 3 fils. Ok. J'avais lancé 3 fils et je ne veux en fait pas forcément tous les attendre. Je ne veux attendre que le deuxième des fils. Ok. Alors je vais faire pareil. Mes fils en fait sont lancés. Ils ont un temps random de travail par exemple. Et je stocke l'intégralité de mes fils là-dedans. Ok. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais vérifier s'il y a effectivement quelque chose dans ma liste. Mais cette fois-ci, en fait, je ne vais pas faire un wait, je vais faire un waitPid. Cette nouvelle fonction, en fait, va me permettre de passer des paramètres. Alors, qu'est-ce que je veux attendre? Je veux attendre, en fait, le deuxième fils. Le deuxième fils, c'est celui que j'ai stocké à l'indice 1 dans la liste qui stocke tous les PID des fils. Ok. waitPid, alors j'ai encore des options. Les options, je vais les laisser à 0, je ne vais pas m'en servir. waitPid va me dire, j'attends ce fils-là, et que celui-là. Si les autres se terminent, je m'en fiche. Je veux attendre vraiment celui-là. Les retours de waitPid et de wait sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est toujours le PID fils et le code retour. Dans le cas de waitPid, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement, le PID qu'on attend, je le donne déjà en paramètre et il revient en plus en valeur de retour. Mais au moins, les deux fonctions marchent de la même façon.
Donc j'attends mon waitPid, et cette fois-ci, je vais dire, bah, c'est la fin du fils 2. Il va avoir son PID-fils et son code retour, et là, j'ai même pas besoin de faire de remove, hein, puisque j'en attends qu'un seul. Donc cette fois-ci, j'attends vraiment le PID. Sur les 3 que j'ai lancés, j'en attends qu'un. Et une fois qu'il est terminé, eh bien, je mets fin au processus. On essaie de voir si tout marche correctement. Je refais un clear. Je lance donc 3 processus fils 1512, 1513, 1514. Alors là, ça peut attendre un petit moment. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu des prints en plus pour que l'on voit. Je les rajouterai dans un deuxième temps, peut-être. Le pair se termine. Vous voyez, le fils 2, le 1513, c'est bien le fils 2 qui s'est terminé, avec le code retour 96. Ce que je vais juste faire pour qu'on voit bien, c'est que les fils, au lieu d'écrire je vais juste avant l'exit, je vais dire après le sleep, je vais dire tout simplement fils terminé, je suis le processus, machin, et comme ça, il va m'indiquer en fait quand les fils se terminent. Et donc vous allez voir en fait que sur certains fils, en fait, le pair ne réagit pas du tout. Donc les 3 fils sont lancés, 1517, 18 et 19. Alors, temps random, hein, mais normalement ça ne devrait pas dépasser les 25 secondes. Donc il y aurait un fils qui va devoir se terminer rapidement. Donc le 1517 se termine, c'est le premier. Le 1519 se termine, c'est le troisième. Et donc vous voyez que le pair ne réagit pas. Et il ne réagit que quand le 1518 se termine. Donc si jamais je relance, il se peut en fait que les processus ne terminent pas dans le même ordre. Là j'ai 1521, 22 et 23. Donc oui, dans le premier exemple, en fait, le pair s'arrêtait à la fin des 3, mais c'est parce que le deuxième s'est terminé le dernier. On va essayer de créer une autre configuration. Comme j'ai du random, de toute façon, à chaque fois que je relance, je risque d'avoir un random. Donc 1523 s'arrête, 21 s'arrête et 22 s'arrête. Et 22, c'est le dernier. Bon, là, j'ai vraiment pas de chance. Sur ces 2 premiers exemples, en fait, c'est toujours le deuxième fils qui termine le dernier, et donc le pair ne se déclenche que à la fin du deuxième fils. Est-ce que je pourrais avoir un fils qui se terminerait? Ou est-ce que c'est peut-être parce que la fonction random, en fait, utilise toujours les mêmes éléments? Ah, ça y est. Cette fois-ci, il a créé 3 fils. 1525, 1526, 1527. 1526 se termine, c'est le deuxième fils. Le deuxième fils se termine, donc le pair se termine lui aussi. Et bah voilà, le pair s'étant terminé, bah vous voyez que les 2 fils, ici en fait, 1525 et 1527, eh bien eux, ils ont terminé après, personne ne les a attendus. Ok. Bon, très bien. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire là-dessus? Non, je crois que c'est bon. Ok, ben ça fait un petit tour en fait de la fonction fork. Alors dans cette vidéo, on a vu déjà une notion fondamentale en programmation système liée à l'OS, c'est la création de processus. Cette création de processus, en fait, on va la revoir dans différents projets. Et principalement, justement, quand vous allez créer un serveur qui est censé répondre à certaines requêtes, eh bien cette notion de processus et de création de processus, en fait, va rentrer en ligne de compte. À chaque fois que vous allez récupérer une requête sur votre serveur, plutôt que de bloquer le processus censé gérer la requête, eh bien, le processus va gérer un processus qui va être dédié au traitement de la requête. Ce qui va faire que le processus de réception sera toujours disponible. On va toujours retrouver ce schéma-là. Je reçois une demande, je crée un processus qui va répondre à la demande pour que moi, je puisse en fait me remettre en attente. Alors on pourrait tout simplement le modéliser avec des personnes. Par exemple, je travaille avec une équipe de 10 à 15 personnes, par exemple, et à chaque fois qu'on me file du boulot, en fait, je la transfère à une personne de mon équipe, et moi, j'attends de nouveau du boulot. Voilà. Donc, mon boulot à moi, c'est d'être en attente, et les boulots des gens qui travailleraient avec moi seraient de faire le boulot. Ça serait pas très équitable, hein, mais pourtant, c'est comme ça, en fait, que fonctionne le processus. Et ça permet, en fait, à la personne qui reçoit les requêtes de ne jamais être bloquée. Et c'est très important que la personne ne soit jamais bloquée, puisqu'elle peut, du coup, continuer à recevoir des requêtes et continuer à les traiter. Donc,
Cette notion de fork, on va la réutiliser assez rapidement pour pouvoir essayer de monter en fait un petit serveur et voir un petit peu comment cette notion de création de processus fils pour gérer les requêtes peut être mise en place concrètement. À bientôt!